Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je me joins à Jean-Paul pour vous souhaiter une merveilleuse année 2026, qui j'espère sera en effet remplie de films, de livres, de musique, de découvertes, etc. Et puis on va essayer d'y contribuer avec cette programmation. Aujourd'hui, Mektoub My Love Kanto Doué, film d'Abdelatif Kechiche, qui est une figure qui est devenue à travers les années assez importante dans le cinéma français. Kechiche qui est né en 1960, franco-tunisien, qui a d'abord été acteur, qui a été identifié comme acteur avant d'en venir à la mise en scène. Il commence à jouer à peu près au mi-temps de ses 20 ans, 25 ans. On l'a vu notamment chez André Téchiné dans plusieurs films. Puis il est passé derrière la caméra avec La faute à Voltaire, et puis il est devenu une sorte de figures souvent comparées par exemple à Maurice Pialat. On en a fait l'équivalent d'un Pialat par à la fois l'ampleur de ses films, la cruauté qui pouvait aussi contenir, des espèces d'exploration du regard, et en même temps qui intégrait aussi toute l'expérience post-coloniale de Kechiche, bien souvent, et qui redéfinissait une des grandes données du cinéma français, qui était le naturalisme. Voilà. Donc ça, on aura l'occasion, je pense, d'en parler après. Mektoub My Love Kanto Doué, c'est donc le deuxième volet d'une saga qui avait commencé en 2017 avec le Kanto Uno. C'est le premier volet. Je ne sais pas si certaines d'entre vous avaient vu ce premier volet à l'époque. Le deuxième sort 8 ans plus tard. Il y a eu entre-temps beaucoup de heurts, d'accidents, de difficultés. Si vous n'avez pas vu le premier volet, c'est pas très grave. C'est pas ça le plus important. À la limite, on retrouve des personnages qu'on avait rencontrés la première fois. C'est le portrait d'un été à Sète dans les années 90, en 1994, je crois, autour d'une bande de personnages jeunes, moins jeunes, une famille comme ça qui gère un restaurant à Sète, un restaurant tunisien, et qui décline un petit peu toutes les données d'une fiction estivale, en quelque sorte, les amours, la plage, les rires, etc. C'était le côté solaire du premier volet. Le deuxième est assez différent. C'est la fin de l'été. Il prend acte de quelque chose qui se termine. Il est un peu plus mélancolique. Entre-temps, il y a eu un volet fantôme qui n'a été projeté qu'une fois à Cannes en 2019, qui était Intermezzo. Qui était censé être une sorte d'intermède entre les deux, mais qui ne verra jamais jour. J'y reviendrai après. Le Kanto Doué qu'on va voir maintenant intègre des parties qui étaient présentes dans Intermezzo. L'important chez Kechiche, c'est une méthode. Ça, on va être amené à beaucoup en parler, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille des tournages assez longs, assez intenses, ce qui lui avait eu beaucoup de problèmes d'ailleurs, et on y reviendra, mais des tournages à plusieurs caméras, avec une façon de creuser les scènes, de les pousser à un degré de réalisme et d'intensité. Et cette idée que le naturalisme est une façon d'aborder, d'embrasser les personnages, de boire les visages, de puiser une sorte de spontanéité, de vitalité qui est assez unique au cinéma. Et c'est ce qu'on va pouvoir constater encore une fois ici. Ce qu'on peut dire aussi de Kechiche avant même de commencer la projection, c'est que ça a été un découvreur d'acteurs, d'actrices absolument incroyable. On lui doit notamment la découverte de Sarah Forestier dans L'Esquive. C'est lui qui avait lancé aussi Hafsia Herzi dans La Graine et le Mulet, si je ne me trompe pas, puis Hafsia Herzi qui reviendra à plusieurs reprises dans son cinéma. Ici encore, vous l'apercevrez, elle fait une apparition, puisqu'elle fait partie de ce petit clan de restaurateurs, de cette famille élargie, étendue. On peut parler aussi d'Adèle Exarchopoulos. C'est La vie d'Adèle qui avait lancé Adèle Exarchopoulos. Il y a cette façon de repérer,
de saisir quelque chose chez l'acteur, chez l'actrice, et de l'exaucer sur le tournage, de le faire éclore comme ça par sa mise en scène, qui est aussi une donnée importante de l'art de Kechiche. C'est vraiment un art d'acteur, de la prise, de refaire la prise presque jusqu'à l'épuisement. Il y a quelque chose de l'épuisement aussi chez lui qui est tout à fait intéressant. Et voilà, alors vous allez voir ce Mektoub qui décline la fin de l'été, alors que le premier volet était, comme on l'a dit, assez solaire, assez fascinant par sa façon encore une fois, de faire voguer les scènes à partir de presque rien et d'organiser une ronde de personnages et toute une sorte d'ironie proche de Marivaux, quoi, dans les amours, la circulation comme ça des rivalités, des désirs. Il y avait une sorte de force presque immanente. Et dans ce deuxième volet, il y a quelque chose, un emprunt qui est assez étonnant chez Kechiche. Ça va être un emprunt qui est fait au feuilleton, à un imaginaire de soap opéra, presque, oui, ces feuilletons régionaux du Sud à la plus belle la vie, etc., qui organisent là pour le coup des péripéties parmi des personnages qui empruntent, oui, à la comédie, au polar, une façon comme ça d'essayer de retrouver des sources populaires tout en creusant cette espèce d'intensité du personnage, de la présence, des visages et des scènes qui se gonflent de toutes ces énergies. Donc je vous propose qu'on regarde le film, on fait comme d'habitude. Je reviens après pour une petite analyse, une lecture, poser comme ça deux, trois informations aussi sur ce qui a pu être l'aventure de la saga Mektoub. Et puis on discute, on en parle, le micro va circuler dans la salle. Voilà, donc on lance le film. Voilà, c'était donc Mektoub My Love, Canto Doué, le chant 2. Voilà, est venu le temps de la discussion autour du film. Je vais me livrer à l'exercice que je fais habituellement, à savoir dresser une petite analyse, contextualisation, tout ce qu'on veut, qui va ensuite préparer le terrain pour vos prises de parole et la discussion. Alors, au départ de tout ça, on va dire de la saga Mektoub My Love, il y a un roman qui est précisé dans le générique de fin, qui est La blessure, la vraie de François Bégodeau, un roman de 2011 que je n'ai pas lu, donc je ne pourrais pas attester de la fidélité ou de l'infidélité de Kechiche. En tout cas, les témoignages qui m'en sont venus, c'est que j'ai une adaptation très libre, assez lointaine du roman lui-même, qui a surtout été une base utilisée par Kechiche pour sans doute raconter non pas sa jeunesse, mais un transfert de sa jeunesse sur une jeunesse intermédiaire, puisque les deux volets qu'on connaît de Mektoub My Love tournent autour du personnage d'Amin, qui est encore ici le personnage principal, un jeune homme sétois, fils d'une famille de restaurateurs d'origine tunisienne, et qui ambitionne de devenir cinéaste. Il pratique la photographie et il regarde le temps de cet été 1994. Il est un peu timide, il est un peu en retrait. C'est surtout un observateur à l'écart de toute cette ronde de personnages. Il observe évidemment les jeux du désir et du hasard, toutes les circulations amoureuses, notamment entre son cousin Tony et sa meilleure amie Ophélie, qui ont une relation adultérine. Et puis tout ce qui un petit peu naît comme ça, des rencontres, des après-midi à la plage, des sorties en boîte, etc. Et à travers ça, c'est la naissance de cette sensibilité qui est celle d'Amin, qui est celle d'un regard d'un futur cinéaste, à travers quoi on imagine bien que Kechiche, on ne raconte pas sa biographie, mais en tout cas se reflète et va chercher comme ça une source possible, une jeunesse possible, pour dire qu'est-ce qui a été à lui aussi, je pense, la naissance de son regard et pardon.
Il y a les restes d'une bronchite qui traîne un peu par là. Donc désolé pour le désagrément sonore que ça pourra représenter. Et donc voilà, naissance de ce regard qui est raconté ici. Donc lointainement adapté du roman de François Bégodeau. Et cette saga a soulevé un certain nombre de polémiques, a connu un certain nombre de blocages. Le fait qu'il y ait 8 ans entre les 2 épisodes, à partir d'un matériau qui a pourtant été tourné au même moment, était 2015 ou 2016 plutôt, à 7, s'explique par non seulement la méthode Keshish, on a dit qu'on reviendrait dessus, et aussi voilà, tout le lot de polémiques, de frictions, de difficultés qu'il y a eu tout au long de ce processus. Alors, le film est tourné en un été. Keshish avait prouvé avec son film précédent, qui était La vie d'Adèle, à ce moment-là, en tout cas au moment où le projet Make to My Love arrive sur la table, que c'était un cinéaste acharné, lancé dans une quête comme ça de réalisme, de vérisme qui allait jusqu'au bout. Au moment de la projection de La vie d'Adèle à Cannes, qui avait remporté la Palme d'Or cette année-là, ça doit être en 2013 je crois, des techniciens s'étaient élevés pour dénoncer les conditions de tournage d'un Keshish qui étend les heures de travail au-delà du raisonnable, tourne tout le temps, accumule du matériel jusqu'à plus soif, tourne, retourne, fait retourner les scènes jusqu'à ce que les comédiens et comédiennes s'oublient et atteignent ce degré de naturel qu'ils recherchent dans ces films. Et ça avait été relayé aussi par les actrices Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos, qui avaient parlé d'un tournage très difficile, épuisant, une façon au tournage. Keshish utilise plusieurs caméras, il accumule des heures et des heures de rush, et il y a une façon de tourner beaucoup pour essayer de capter sans doute quelque chose de propre à la vie et de tirer d'une scène le meilleur de ce qu'on peut obtenir, en tout cas de creuser, toujours creuser. Il y a une obsession chez lui, et ça avait déjà fait des éclats au moment de la présentation de La vie d'Adèle à Cannes. Pour Make to My Love, alors il tourne un été à 7, et avec une bande de comédiens réunis dans un même endroit, toute la petite galaxie qu'on peut apercevoir dans le film. Et là, ça va très loin, c'est-à-dire qu'il accumule quasiment 1000 heures de rush. 1000 heures, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, c'est-à-dire pour regarder les 1000 heures de matériel accumulé sur ce film, il faudrait 42 jours sans dormir ni manger, si vous voulez. Donc c'est une... Voilà. Donc le premier film qui en sort, c'est en 2017. Il est présenté au Festival de Venise. Et à l'époque, Keshish parle d'une trilogie d'abord, c'est censé devenir une trilogie. Il parle même à un moment, dans l'emballement de cet énorme matériau accumulé, de 10 films. Il pourrait en sortir 10 films comme ça, puisque il y a même eu des témoignages de techniciens, de chefs opérateurs, de gens qui tenaient la caméra sur le tournage, en disant qu'il pourrait y avoir même un film autour de chaque personnage qu'on a vu, tellement les intrigues, les sous-intrigues, les péripéties ont été accumulées le temps de cet été en vase clos où toute l'équipe a vécu ensemble et où ils ont tourné jusqu'à plus soif. Alors le premier Mektoub est présenté à Venise en 2017. Voilà, les histoires des amours estivales, du jeune Amin qui ambitionne de devenir cinéaste, de la tromperie, de l'adultère entre Ophélie et Tony, tout en sachant qu'Ophélie doit se marier avec un autre petit ami, Clément, qui est parti faire la guerre au Mali, puisqu'il est militaire. Et puis l'histoire d'une sortie, d'une virée en boîte qui embarque tout ce petit monde dans une nuit sans fin. Avec comme ça un goût de la scène, un délice de
pousser la scène toujours plus loin, de s'installer parmi ces personnages, même si la temporalité est floue, on ne sait pas sur combien de temps l'histoire du premier Mektoub est racontée, même si les relations entre les personnages sont pas toujours si claires, c'est un clan étendu, c'est un petit groupe comme ça qui est plus ou moins flottant, avec des jeunes touristes qui arrivent à Sète, qui sont intégrés au groupe et compagnie, voilà, quelque chose d'un tourbillon, quoi. Le film, présenté à Venise, ne va pas sans soulever lui aussi des polémiques. On accuse à ce moment-là Kechiche, en 2017, de verser dans ce qui a été théorisé comme le male gaze, entre guillemets, c'est-à-dire le regard masculin, parce que, voulant célébrer les corps glorieux, la beauté des jeunes corps, les scènes en maillot de bain sur la plage, etc., on l'accuse d'avoir une obsession pour le fessier de ces actrices, la partie la plus charnue de leur anatomie. Ils filment trop les fesses, et il y a même des décomptes qui ont été faits à ce moment-là. Combien de plans de fesses dans le film? Attention, il y en a tant et tant. Et pour ce qui devait être un film un peu, non pas érotique, mais simplement charnel, physique, incarné, il est poursuivi un petit peu sur cet aspect-là. Bon, le film est quand même assez défendu par la critique, mais il y a un petit air qui commence à monter. On arrive 2 ans plus tard à Cannes, en 2019, où, emballé par son matériau, je rappelle qu'il avait déclaré à un moment, allez, il y aura 10 Mektoub, ça va être une saga, on va concurrencer Star Wars, etc. Donc, c'est moi qui exagère, mais il y avait un vrai emballement de Kechiche pour ce qu'il avait tourné. 2019 à Cannes, il avait décidé entre-temps de faire une sorte d'intermède, intermezzo, un interlude, et de rajouter comme ça, dans ce qui devait être une trilogie, un petit épisode intermédiaire. Petit, c'était un film de 3h30, qui va susciter un des derniers scandales cannois en date. Cannes a été coutumier d'espèces de scandales comme ça depuis, même avant la grande bouffe, la maman et la putain, etc. C'est devenu quasiment une tradition à Cannes, qui est l'espèce de scandale, le film dont tout le monde s'offusque, etc. Et puis l'année dernière, c'est oublié, et il y a toute la liste des longs scandales de Cannes. Et en 2019, c'est Intermezzo, qui est présenté en compétition, et qui est depuis un film quasiment enterré sous les problèmes qu'il va soulever. Premier problème, alors c'est un film qui ne réapparaîtra probablement pas, qui a été très attendu par ceux qui l'avaient apprécié à Cannes. Il y a quand même un petit groupe de fans qui s'est constitué autour de la saga Mektoub, et en tout état de cause, vous avez devant vous votre serviteur qui vous parle à l'heure actuelle, qui a vu ce film, qui est devenu une sorte de hapax ou de serpent de mer. J'ai quand même assisté à cette projection d'Intermezzo, et la première chose qu'on peut dire sur ce film, c'est qu'il a été présenté dans un état d'inachèvement qui n'a pas aidé, parce qu'il était visiblement pas terminé, non mixé, non étalonné, sans crédit au générique, et il était présenté comme quasiment une copie de travail. La polémique continue. On accuse Kechiche, encore une fois, d'être obsédé par l'anatomie féminine, de trop filmer les fesses, etc. En tout état de cause, ce qui est très curieux avec cet intermezzo, c'est qu'il s'adonne, peut-être pour la première fois dans son cinéma, à ce qu'il a toujours visé, c'est-à-dire pousser une scène le plus loin possible. Voir si on peut continuer encore, et saisir ce moment où le temps narratif cède la place à un temps objectif, qui est du pur présent, en fait. Et je vous explique pourquoi, parce qu'après une première scène de 20 minutes dans Intermezzo, qu'on retrouve ici dans le Canto Doué, c'est la scène sur la plage où il y a une jeune blonde de 18 ans qui intègre le groupe, et tout le monde l'accueille, on lui donne à manger, etc., et discute sur la plage. Le film, c'était une scène de boîte de nuit de quasi 3 heures. 3 heures en continu, en pur présent, où
c'est pas qu'il se passait rien, mais c'était une sortie comme ça qui était racontée quasiment en temps réel, avec les personnages, ce petit groupe qui danse, et puis les regards, les discussions des recoins, les rivalités, le jeu des amours et du désir qui se réenclenche. Donc je pense que ça a vraiment perturbé tout le monde, parce que c'est la tentation quasi expérimentale d'une scène qui ne s'interrompt jamais et qui avance comme ça au-delà des 3 heures. C'était assez saisissant. Et puis le film se terminait sur une scène de sexe non simulée dans les toilettes de la boîte, voilà, pour être un peu précis, qui engageait l'une des actrices principales de la série, Ophélie Beau, que vous avez vu ici. C'est celle qui joue Ophélie, la fille de fermier qui élève des chèvres, qui cultive les olives, etc., et qui fournit le restaurant. Et l'actrice n'était de toute évidence pas consentante pour que cette scène dure aussi longtemps. Il y a eu un conflit entre le réalisateur et l'actrice au moment du festival, et ça a été à couteau tiré, et à partir de là, le film a été bloqué et quasiment condamné, puisque même avec remontage, etc., il y avait un vrai problème entre les deux, dont on ne démêlera pas les fils de toute façon, hein, puisque c'est difficile de faire la part des choses, mais voilà, il y avait un désaccord très profond et une vraie rupture sans doute très profonde à ce moment-là. Autre problème, je vous avais dit que le film Intermezzo avait été présenté inachevé, dans une sorte de copie de travail. Et 3 heures de boîte, il y a de la musique. Et Keshish a monté son film avec des musiques, bien sûr, non libres de droit, très connues. Il y a du ABBA, il y a du Boney M, il y a des musiques de boîte, quoi. Enfin, voilà, des choses. Mais des ABBA, Boney M, du disco et tout ce qu'on veut, c'est des droits très chers. Et évidemment, comme ça a été tourné dans une vraie boîte avec les vraies musiques, la vraie playlist du lieu, il a été impossible de s'acquitter des droits que ça représentait. Ça condamne encore une fois, ça rajoute une couche, si vous voulez, qui fait qu'on verra jamais, probablement jamais, je veux dire, sait-on jamais ce qui peut arriver, mais voilà, Intermezzo, c'est très peu probable qu'il revienne. Et puis, donc de 2019 à 2025, il y a 6 années supplémentaires, qui sont des années de blocage total pour toutes ces raisons. Et puis, un nouveau montage arrive, ce Canto Doué, qui arrive tard, qui arrive des années après, avec la sensation de revenir à ce film originel, à replonger dans ce labyrinthe des 1000 heures de rush dont je vous avais parlé, et puis de retrouver ce groupe de personnages. Alors pour ceux qui avaient vu le premier épisode, il y a un effet retrouvaille qui est sans doute très important, mais je disais que c'est pas nécessaire, puisque de toute façon, comprendre dans le détail les relations entre personnages, qui est le cousin de qui est le neveu de qui est la marraine, ça c'est pas très grave, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la galaxie de personnages que forme chaque scène, et puis le film en entier. Avec une pointe de mélancolie aussi par rapport au premier épisode, puisque évidemment tout ça va vers le pire, ou en tout cas une forme d'aggravation qui est une pente déclinante qui est décrite par le film, et qui est aussi la pente déclinante de l'été de toute façon. Mais avec plusieurs choses qu'on peut dire qui sont pour moi très intéressantes, et puis qui valent pour tout Mektoub en fait, hein. Le premier épisode, et puis éventuellement Intermezzo si jamais il réapparaît à un moment ou à un autre. Mais donc déjà, dès qu'on rentre dans le film, il y a cette passion pour la scène. La scène, c'est vraiment l'élément fondateur principal du cinéma de Keshish. Faire une scène, s'installer dans une scène et voir jusqu'où on peut mener cette scène, c'est-à-dire jusqu'où elle peut être poussée, jusqu'à quel moment on peut l'entraîner. Comme je vous disais tout à l'heure, le but de ça, c'est de se défaire du temps narratif, le temps de l'intrigue, le temps où on vous raconte une histoire, et qui dit quoi, et qu'est-ce qui se passe, et blablabla, pour arriver à un temps objectif, à un pur présent. Hein, et voir comment la scène peut rouler toute seule, comme ça, presque comme une pierre qui défilerait sur une pente. Et ça commence
très fort avec le couple d'Américains qui débarquent au restaurant. Le restaurant est fermé, ils veulent manger, et alors là va commencer toute une ronde. Hein, c'est évidemment à chaque fois le registre kéchichien qui s'enclenche, un personnage arrive, un autre, la ronde opère, il y a des discussions, on tire des relations dans tous les sens, c'est complètement étoilé, et puis petit à petit ça progresse, ça monte, il y a une énergie qui s'installe, et tout fonctionne à peu près comme ça. Évidemment, le couple d'Américains qui débarquent dans un resto au couscous, il y a tout de suite une question de rapport de classe qui s'instaure, hein, puisque ils sont les possédants, ils sont les patrons. Elle est une actrice connue, lui est un producteur, donc c'est lui qui a l'argent, et donc il commande, au sens propre et au sens figuré, quoi, si on veut. Hein. Donc voilà, et les filles du restaurant doivent s'exécuter. Mais évidemment, va s'établir une sorte de réciprocité, de contrat, de marché, puisque on vous accueille, on vous sert de la nourriture, mais en revanche, il va falloir nous rendre quelque chose, il va falloir lire le scénario du fils de la maison, il va falloir, voilà, donc c'est du donnant-donnant, mais c'est comme ça que fonctionnent les scènes chez Keshish, par une sorte de ressassement d'une part, et puis en brassant les relations, en brassant les rapports multiples, rapports entre hommes et femmes, entre parents et enfants, rapports entre les classes, entre riches et pauvres, entre voilà, qui désire, qui est désiré, ça fait muter la situation jusqu'à l'infini presque. Et c'est ça qui est très intéressant ici. Il y a bien sûr le goût des acteurs, l'idée d'aller chercher chez les acteurs, les comédiens, les comédiennes, une forme de spontanéité, d'expression nue comme ça, qui ne semble plus du tout jouer, même si bien sûr il y a du jeu, même si voilà, évidemment c'est de la fiction, les scènes sont jouées, mais on l'oublie, hein, et ça c'est assez fort. Alors il y a plusieurs scènes comme ça, la visite d'Amin et Tony à la villa des Américains quand ils viennent leur livrer le couscous, et puis qui se livrent tout à coup à des imitations de Niro Pacino. Des imitations de films. On peut prendre toutes les scènes comme ça. L'idée, c'est toujours de la pousser plus loin, toujours plus loin. Avec ce trait de mise en scène particulier qui est plus flagrant ici dans le Canto Doué que dans le Uno, enfin dans le deuxième que dans le premier volet, qui est le goût des visages. La caméra est très serrée sur les visages. Alors c'est un cadre large, ce qui permet d'aérer un petit peu sur les côtés, mais on va chercher le visage du comédien, de la comédienne. Il y a une avidité pour les visages, une façon de boire les visages, là où l'expressivité est au maximum, et même s'il y a du corps à certains moments, c'est beaucoup moins prégnant que dans le premier épisode, et là c'est très sensible. Donc un appétit pour les visages qui est aussi un appétit des personnages eux-mêmes. Ça résonne avec leurs appétits. Hein. Quand on parle de naturalisme, c'est généralement dans cette catégorie qu'on range Keshish. Le naturalisme, c'est un cinéma qui fait primer le corps, ses appétits, ses pulsions, ses passions sur le reste, quoi. Et donc ici, c'est très flagrant, par exemple, quant au personnage de Jessica Patterson, l'actrice d'un soap opéra des Bresse de la Passion, je crois, si je me rappelle bien comment ça s'appelle, qui doit être, qu'on imagine être un feuilleton télé digne des Feux de l'amour. Elle mange, elle a faim. Et elle mange beaucoup, et elle se goinfre, hein, et Keshish enregistre ça, et il veut cet appétit chez le personnage qui résonne avec son appétit de le filmer, hein, et au-delà de la quête d'Amin qu'on avait évoquée précédemment, je pense que ce Canto Doué est vraiment centré autour du personnage de Jessica. C'est la nouvelle actrice qui rentre comme ça dans l'arène de Keshish. Hein, on avait parlé de lui comme d'un grand révélateur d'actrice. Et là, c'est cette actrice américaine qu'on ne connaît pas, qui s'appelle
Jessica Pennington, c'est pas très loin du nom de son personnage, et qui est une nouvelle apparition, une nouvelle irruption comme ça dans le cinéma de Keshish, et qui est très étonnante, ne serait-ce que par son appétit dérégulé, excessif comme ça, qui nous parle aussi. C'est toujours ça chez Keshish, hein. Il n'y a pas que des événements de surface, que du pur présent comme on l'a dit. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit renvoie à quelque chose de plus profond. Alors ça peut être les jeux de chaises musicales entre les relations amoureuses dans le premier épisode et les rivalités qui vont avec, et la cruauté qui à la fin vient toujours ramasser le jeu amoureux, puisqu'il y a toujours une forme de cruauté. Ici, cet appétit nous raconte aussi je pense, le couple finissant qu'elle constitue avec le producteur. Hein. C'est un appétit qui vient compenser probablement quelque chose qui n'existe pas dans le couple, ou qui n'existe plus, ou qui n'est pas présent. Hein. Il y a un déséquilibre d'âge, manifestement, et il y a une insatisfaction encore plus manifeste de Jessica par rapport à Jack, le producteur. Donc, cela va mener à la suite de l'intrigue. Intrigue qui est à la fois le nouvel adultère, les nouvelles frasques de Tony qui est surpris au lit avec Jessica, en même temps que la grossesse d'Ophélie. Hein, c'est un autre axe, un autre pôle de l'intrigue, et qui planifie d'aller avorter à Paris avec Amine pour se sortir de sa situation. Et à chaque fois, il y a une métaphore qui vient cueillir un petit peu ça, qui fait écho dans les deux volets. C'est que dans le premier volet, Keshish filmait Ophélie devant une chèvre qui accouchait. Il y avait un accouchement comme ça, d'un veau ou d'une chèvre, je ne sais plus exactement. Je l'ai pas revu depuis longtemps. C'était peut-être un veau. Il y avait l'accouchement d'un veau dans le premier volet. Une scène assez belle comme ça. Et ici, il y a les chèvres qui sont malades, on les vaccine, etc. Et puis à un moment, il y a des agneaux morts qu'il faut enterrer, jeter, etc. Évidemment, on le prendra encore une fois comme une métaphore probable de l'avortement qui vient. Hein, ça résonne évidemment avec ça. Donc le film là-dessus est assez étonnant. Je disais au début que il est plus narratif, il est plus axé sur les péripéties, toute proportion gardée, hein, parce que le style de Keshish est généralement assez peu narratif. Les choses sont arrachées au présent. Il faut vraiment rentrer dans la scène, s'installer comme ça dans ce flux. Mais ici, il y a quelque chose qui résonne avec, je dirais, ce dont il est question à travers les personnages d'Américains, c'est-à-dire les feuilletons, les soap-opéras, avec ces péripéties, le scénario qu'on fait lire, la perspective d'une carrière à Los Angeles, les tromperies, les fusillades, l'hôpital, etc., qui est toute une matière comme ça avec laquelle Keshish joue, avec ce qu'on pourrait dire l'imaginaire populaire, l'imaginaire des séries, des feuilletons, des soap-opéras, qui fait aussi partie de ce petit monde. On voit que tous les personnages regardent cette série, ils la connaissent, ils connaissent l'actrice, et ça énerve évidemment leur imaginaire, à tel point que une fois qu'on se retrouve à l'hôpital, la scène de l'hôpital est passionnante, parce que jusque-là, on est dans une bulle dans Mektoub, hein, on est dans la bulle de ce petit clan, de cette famille élargie qui traverse les Tessétois, et tout à coup, l'hôpital ramène quelque chose de la société. Il y a la société tout à coup qui, avec les vigiles, avec les autres patients qui attendent dans la salle d'attente, avec les médecins, les infirmières, bientôt les flics qui arrivent. Il y a quelque chose du jeu social tout à coup qui élargit un petit peu le spectre. Et c'est tout à fait intéressant. C'est une sorte de comédie sociale tout à coup qui s'enclenche, avec les femmes qui connaissent le feuilleton et qui commentent la relation bizarre qui semble s'établir entre tous les personnages qui viennent d'arriver. C'est très marrant,
c'est très drôle, entre un patient et un flic qui vient d'arriver, ils se mettent à parler et le patient dit oui, je crois bien que ça doit être des Maghrébins, les deux jeunes qui étaient avec eux. Et puis il se rend compte qu'en fait c'est deux Arabes et ils se parlent en arabe à un moment, l'un et l'autre. Alors ça c'est quand même assez, c'est très intéressant tout ce que ça raconte, ces petits symptômes comme ça, des petites choses, des petites touches. Et le flic et le patient sont eux-mêmes de la même culture, quoi. Donc ça c'est bon, voilà, ces petits détails, mais ça c'est toujours le système, je dirais, le système galactique du cinéma de Keshish, ou en tout cas des Mektoub, qui marche par accrétion de personnages, par des personnages en orbite comme ça qui se tournent les uns autour des autres, qui jaillissent par réplique et qui font sonner une espèce de vérité. Moi, je trouve que c'est ce qui est très beau aussi dans ce film-là, et puis dans l'autre aussi, c'est que ça sonne juste, quoi. Ça sonne juste. On adore écouter les personnages. Il y a une façon de parler qui va avec chacun. Il y a une façon d'être. Un talent pour fixer les présences, pour que les présences habitent le plan. Et on peut trouver, moi, j'ai entendu ça autour du film quand il est sorti, celui-là, le deuxième volet, que l'intrigue était, oui, un peu banale, peut-être un peu feuilletonnante, que c'était des histoires de trois fois rien, bon, des adultères, bon, oui, peut-être, si on veut, mais c'est pas ça qui est important. Je pense que Keshish, il cherche pas à nous raconter une intrigue romanesque qui serait hyper originale et très fournie. Ce qu'on a l'impression qu'il a cherché à faire plutôt avec ses 1000 heures de rush et avec cette folle galerie de personnages, c'est de concurrencer la vie elle-même, quoi. C'est d'essayer de fixer quelque chose. Est-ce que c'est des souvenirs personnels ? Est-ce que c'est le mirage de cet été 94 à 7, est-ce que c'est... on ne sait pas. Mais en tout cas, de concurrencer la vie elle-même et le présent lui-même. D'être plus fort que le présent, en quelque sorte. Hein. De pouvoir... parce que c'est même très difficile de dire, quand on voit le premier volet et le deuxième volet, l'un à la suite de l'autre, on ne sait même pas sur combien de temps ça se passe. À peine quelques journées, en fait. Hein, c'est-à-dire que le temps couvert par Keshish n'est pas si large, n'est pas si long que ça. Le premier Mektoub, c'était 1 ou 2 journées et puis une soirée en boîte, c'est tout. Là encore, on est peut-être sur 2-3 jours. C'est difficile à dire, mais en tout cas, si peu de temps couvert, avec tant de scènes, tant de matériaux filmiques accumulés, voilà, c'est peut-être ça aussi l'idée de concurrencer le présent et de faire un film qui pourrait n'avoir pas de fin, s'auto-alimenter lui-même, puisque chaque anecdote digne d'un feuilleton ou même d'un journal télévisé, si on veut, et devient tout à coup digne d'être racontée, digne d'être dépliée, digne d'être investie. Oui, après tout, une soirée au restaurant, des gens qui réclament un repas, etc. C'est rien, mais ça fait une scène. Ça fait une scène, et cette scène, elle peut être dépliée à l'infini. Bon, voilà, je suis très bavard, je ne veux pas trop vous décourager de parler non plus. Ça m'intéresse de savoir comment vous avez perçu ce Mektoub, si vous avez des questions, ou si simplement vous avez des avis, hein, des choses à dire, n'hésitez pas, Jean-Paul a le micro. Merci, bonsoir. Oui, au fond, il délaye le quotidien, c'est l'impression que j'avais. Et c'est quoi l'intérêt, au bout du compte, de ça ? C'est difficile de répondre. Ah, voilà, c'est ça. C'est difficile de répondre. Voilà, c'est facile. Enfin, c'est facile, non, pas facile, mais voilà, il filme le quotidien, il pousse à l'extrême les gens, et après ? Et après ? C'est quoi le but de tout ça ? C'est quoi le but de raconter le quotidien du père Goriot ? C'est quoi le but de raconter le quotidien de Madame Bovary ? Il y a des histoires quand même. Ou de Mrs. Dalloway chez Virginia Woolf. Certainement. Non, mais là, il y a des histoires. Là, vous dites vous-même, il n'y a pas de... C'est pas le sujet de ce réalisateur. Pardon, je voulais apporter mon grain de sel là-dessus, mais je suis
globalement un peu dubitatif sur le film, mais quand même, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais au fond, il faut reconnaître quand même que les acteurs sont tous très beaux à voir. Enfin, il y a quand même une grâce, quelque chose qui se dégage, même si ça peut être difficile en fait en termes de narration, où tu disais l'histoire n'est pas très intéressante, etc. Mais quand même, moi j'ai trouvé qu'il y avait comme une grâce qui se dégage en fait de certaines scènes, parce que même si c'est des choses triviales, ils sont quand même, il y a une beauté quand même qui apparaît. Il y a peut-être dans ce trivial, il y a une pesanteur dès le début qui est un petit peu difficile, je trouve. Oui, mais c'est intéressant d'avoir des perceptions. Moi, c'est vrai que j'ai une autre perception sur l'intérêt de l'histoire. Pour moi, l'histoire est un prétexte, mais les vies sont intéressantes. Les vies sont intéressantes, les vies de tout le monde, de tout un chacun. C'est ce qui fait l'objet des romans, des récits. C'est pas forcément... on n'est pas toujours obligé d'être dans l'accumulation de péripéties, d'aventures, etc. Ça peut être simplement des jours d'été, ça peut être passionnant. Quand on lit Proust, qu'est-ce qu'il raconte, Proust ? Il a été à une soirée, il a été passer ses vacances à Balbec, il a rencontré des jeunes filles sur le... Qu'est-ce que ça raconte, Proust ? C'est rien, en fait. C'est des anecdotes de la vie quotidienne, de ce qui était sa classe à ce moment-là. Bon, qu'est-ce qu'ils nous racontent les peintres impressionnistes ? Je prends un autre exemple, mais les peintres impressionnistes, ils filment un après-midi à la plage, ils filment un reflet sur la cathédrale de... Enfin, ils filment, alors, lapsus intéressant. Ils peignent un reflet sur la cathédrale de Rouen, ils peignent des choses insignifiantes, en fait. C'est-à-dire qu'en art, il n'y a pas de petits ou de grands sujets, en fait. Il n'y a pas de grands sujets, tout à fait d'accord, mais au fond, vous êtes en train de nous dire qu'il filme un moment de la vie, point. Bon, oui. Est-ce que ça, c'est une œuvre d'art ? Est-ce que la vie est une œuvre d'art en elle-même déjà. Il n'y a pas besoin de. Moi, je pense que oui. Parce que. Non, c'est moi. Ouais, oui. Oui, moi je voulais mettre en évidence le contraste. Vous avez retenu comme disons Jessica en premier plan que le metteur en scène essaie de mettre en valeur. Moi je dirais qu'il y a surtout la personnalité de Hamid qui est au contraire effacé, neutre, discret. Et c'est vraiment ces deux contrastes, c'est presque lui qui est plus sorti de ce film, pour moi du moins, que Jessica, qui était dans la provocation, dans l'outrance, et donc c'était à la limite même forcé. Par rapport à la retenue et les deux personnages, la contradiction était très intéressante. Ouais, c'est vrai. La scène de la plage, qui est quand même particulière, ouais. Elle était tellement naturelle que je me demandais si c'était naturel. C'était pas... Vous voyez, ça m'a vraiment gênée quelque part. Ah ouais, c'est vrai ? Oui. Trop naturel ? Trop naturel, oui. Ouais. C'est trop naturel, me disait que c'était pas naturel. Il jouait. D'accord. Ah ouais, c'est d'accord. curieux ce que j'ai eu comme sensation. Ah ouais, c'est étonnant. Ouais. Oui, bonjour. Merci pour toutes les informations complémentaires que vous avez données après. Alors moi, j'ai trouvé paradoxalement que c'était pas un cinéma de petites choses et du quotidien. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce personnage d'Amine, effectivement, qui met vraiment une mise en abîme incroyable dès le début. Parce qu'on se dit, c'est Amine qui n'est pas du tout dans le regard sensuel sur les choses, enfin moi je ne l'ai pas trouvé comme ça, qui lui regarde, et ça commence dès le départ avec l'appareil photo, et c'est un peu l'image du réalisateur. Enfin, je trouve que c'est ça en fait qui marque le plus, enfin qui m'a marqué moi le plus, c'est un personnage qui observe la vie autour de lui, qui n'a pas beaucoup de pouvoir sur cette vie autour de lui, parce que tout part un peu n'importe comment, il est un peu plutôt l'objet de convoitise que lui vraiment acteur sur ce plan-là. Et quand on voit à la fin, enfin, la scène de l'hôpital, elle est super intéressante parce qu'on voit finalement que les gens, à partir d'éléments, racontent à peu près n'importe quoi sur n'importe qui. Et on peut se dire, tiens, toujours ce regard de mise en abîme, on peut se dire finalement, le réalisateur est en train de se dire, bah moi aussi, je raconte un peu, enfin avec plein de guillemets, ce que je dis, un peu, je crée mes histoires.
et on pourrait créer d'autres histoires à partir du même matériau. Enfin, c'est un peu ce que j'ai perçu. Et quand on voit Amine à la fin qui court, on se dit, est-ce qu'il court pour fuir? Est-ce qu'il court pour rejoindre? On attend le troisième volet, si troisième volet il y a. Mais je trouve qu'à chaque fois, ça pose plein de questions. Et moi, j'ai pas du tout trouvé que c'était du quotidien et des petites scènes. J'ai trouvé au contraire, il y avait quand même un fil conducteur qui était hyper intéressant et en même temps hyper fragile et très modeste dans le regard porté. Voilà. Oui, c'est vrai que la question du regard, on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai qu'elle est très importante et elle se concentre sur Amine, qui est en effet un personnage en retrait. Il est toujours observateur, il est toujours un peu lointain, il hésite à prendre parti, etc. Mais oui, et c'est vrai que le quotidien, alors c'est pas exactement le quotidien parce que c'est l'été, c'est cette parenthèse de l'été avec tout le lyrisme qui peut aller avec, mais qui collectionne en effet, des relations, qui racontent un tissu de relations, de rapports, un groupe, la coexistence de personnages dans un groupe. C'est ça, je pense, qui intéresse la mise en scène de Kechiche, de quoi sont faits les corrélations, les désirs, les amitiés, comment ça circule, et on a ça chez Marivaux, on a ça dans plein de choses, tout ce tissu, cette ronde, cette danse des relations, Voilà. Oui, pardon. J'ai beaucoup aimé parce que on voit dans le cinéma les gens qui parlent comme si c'était pas du cinéma. Et ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il y a un autre point que je veux souligner en lisant le titre du film. Moi, je suis juriste de formation, mais il m'est arrivé aussi de traduire des conférences. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi sur le mot Mektoub. Quand on traduit, en principe, on ne doit pas traduire lettre par lettre. On traduit d'une façon générale, on traduit le sens. Mais dans ce cas-là, j'ai trouvé que Mektoub, la traduction du mot Mektoub, c'est écrit. Ça vient de l'écriture al-kitaba. Ouais. Voilà. Et après Mektoub, ça peut être aussi le destin. C'est le destin qui veut ça. Est-ce que vers la fin, en vous écoutant parler, je me suis dit peut-être il a essayé de lier la balle qui est partie. C'était pas programmé qu'il y ait un mort avec une. Voilà, c'est toujours ce que je veux dire. Et je vous remercie beaucoup de votre conférence. Merci beaucoup. Merci pour les éclaircissements sur le Mektoub. J'aurais été bien incapable d'expliquer ça. Donc c'est très utile. Et c'est vrai que la fin, elle est plutôt sombre. On avait cette première partie qui était très solaire, etc., on l'a dit. Et à la fin, l'hôpital arrive comme un retour de la société et aussi l'espèce d'utopie que le film raconte. Cette famille, ce clan où il n'y a pas vraiment de différence, on est tous ensemble, etc. Avec l'arrivée de la société, c'est autre chose qui va se passer. L'arrivée des policiers aussi, de l'interrogatoire musclé qui font subir à Tony, et aussi la désillusion d'Amine, qui se rend compte que tout n'est pas que art, beauté, désir de cinéma, de scénario, etc., mais qu'il est aussi un arabe dans la France de 1994, et que s'il a affaire aux policiers, ça va mal se passer. Et que sans doute, c'est la course du personnage, qui se met à courir comme ça tout seul dans les rues, que filme Kechiche. Ça résonne avec la fin de La Graine et le Mulet, pour ceux qui avaient vu ce film. C'est aussi un très beau film où le personnage principal, qui était lui aussi un chef de restaurant, quelqu'un qui lançait son propre restaurant, le soir de l'ouverture de son restaurant, parce qu'il y avait des problèmes, courait seul sur le port. C'était une course aussi dans la nuit, Et il y a évidemment, avec le retour du social, une brisure, des entraves, des difficultés que l'été ne laissait pas supposer, ou en tout cas que l'été permettait de résorber auparavant,
Je voulais faire une remarque sur la question des gros plans et puis la manière dont c'est mis en scène. Parce que une remarque sur le fait je crois qu'on doit pouvoir compter les plans larges sur les doigts de la main dans le film, alors qu'il fait 2h30, il doit y en avoir 3 ou 4. Et je trouve que visuellement, moi, ça m'a un peu fatigué, j'avoue, d'avoir toujours des visages en très gros plans. C'est même pas, c'est très serré. Même s'il y a beaucoup de beauté aussi, hein, mais je trouvais que physiquement c'était épuisant. Mais ce que je me suis dit, c'est que on a l'impression qu'en fait, il fait. Je ne sais pas si on peut appeler. C'est une mise en scène particulière où j'ai l'impression que c'est plus une captation des scènes, au sens où on sent qu'il a installé ses angles, ses caméras, ça tourne, et puis après il choisit le moment, l'angle le plus intéressant, etc. Mais j'ai cette sensation quand je vois les scènes qu'il a capté au mieux quelque chose qui s'est passé effectivement de façon naturelle, puisque c'est un peu le. Voilà. Tout à fait. Mais oui, c'est très intéressant comme question parce qu'en effet, moi, si je peux évoquer une part de parcours personnel, j'ai d'abord eu beaucoup de mal avec Kechiche dans ma carrière de cinéphile, si je puis dire. Mais les premiers films que j'avais découverts de lui ne me convainquaient pas. Et puis, ça a basculé quelque part entre La vie d'Adèle et le premier Mektoub, où j'ai changé d'avis en fait. Mais ça avait trait justement avec cette idée d'un filmage à multicaméra, où je me disais au début, ce que je lui reprochais, c'est de ne pas avoir un point de vue, de ne pas assumer comme ça un cadre clair sur une scène et de s'y tenir et d'avoir comme ça une mise en scène un petit peu plus ancrée. Et je me disais, tourner à 12, 13 caméras, c'est facile, on couvre une situation sous tous les angles, en effet, comme tu dis, Jean-Paul, la couverture, quoi. Je me disais, c'est une façon c'est trop facile. Voilà, c'est ne pas choisir un vrai point de vue. Et puis en voyant La vie d'Adèle, puis Mektoub, peut-être le premier Mektoub, je me suis dit, mais en fait, c'est un projet plastique. C'est-à-dire, c'est tellement plus que de la couverture. C'est tellement énorme en fait ce qu'il accumule, ce qu'il filme. Ça va tellement loin dans jusqu'où on peut pousser une scène, qu'est-ce qu'on peut saisir, qu'est-ce qu'on peut surprendre, qu'est-ce qu'on peut observer en fait, que plusieurs caméras en fait c'est des retables, c'est des triptyques quoi. D'ailleurs Kechiche lui-même se réfère beaucoup à la peinture pour parler de son travail. Dans les conférences de presse à Cannes, il parlait de Picasso, de Matisse, des impressionnistes, etc. Il a beaucoup de références picturales. Et je me suis dit, cette façon de multiplier les points de vue sur une scène, qui n'est pas tellement ce qu'on ressent quand on voit le film, hein. Quand on voit la scène du restaurant, la scène de la piscine dans le Canto Doué, on n'a pas 15 000 points de vue qui viennent se télescoper, on n'a pas toutes les caméras qui ont filmé la scène. À la fin, c'est le travail du montage qui opère la véritable écriture du film. C'est ça qu'on se dit finalement, parce qu'on peut se noyer dans 1000 heures de rush et on peut écrire 1000 films différents. C'est-à-dire presque le tournage, c'est un moment où il accumule beaucoup, mais qui n'est peut-être pas si décisif que ça. Et peut-être que c'est d'en arriver au montage, à ce moment, c'est cette dernière écriture qui est celle du montage, où il va fixer quand même, cristalliser quelque part la forme du film. Et c'est ce qu'on se dit ici. Quand on voit une scène, en effet, elles sont très serrées sur les visages, et pour moi, le film est assez radical là-dessus, plus que étouffant ou oppressant. Bon, c'est une différence de perception et de ressenti, mais pour moi, c'est des études de visage. Et c'est même des études au sens pictural, c'est-à-dire que les peintres, ils font des études avant de pouvoir réaliser un portrait. Ils multiplient comme ça les angles et les situations sur les visages. Et pour moi, ça va même plus loin ici, parce qu'il se trouve que c'est, pour moi, le Canto Doué qu'on vient de voir, c'est une question de présence même. C'est qu'est-ce que c'est que la présence d'un personnage ? Est-ce que pour enregistrer la présence d'un personnage, pour saisir à quel point il est vivant, à quel point il est là dans la scène en train de palpiter, de vivre, de s'exprimer, d'être ce qu'il est, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut une intrigue compliquée ? Est-ce qu'il faut raconter quelque chose forcément ? Ou simplement un prétexte pour dire « tu es là, je te regarde, sois, agis, comporte-toi ». C'est comportemental presque, hein. Et pour moi, c'est un projet plastique.
C'est une façon plastique de saisir la beauté des corps, la beauté des présences. Et de fait, on imagine mal, dans le cinéma français récent, on n'a pas souvenir de personnages qui soient aussi beaux et tellement là, en fait, et indiscutablement présents devant la caméra, affirmés comme tels. Moi, je prends la mère, la tenancière du restaurant. Bon, elle est incroyable à chaque fois qu'elle apparaît. Elle est d'une beauté. C'est formidable ce qu'elle dit. Elle se tient là dans le plan. Je ne sais même pas si c'est une actrice professionnelle. J'en suis même pas sûr. Mais c'est un personnage comme je n'en ai jamais vu dans le cinéma français. Et des personnages d'une beauté pareille. J'ai même pas besoin qu'on me dise qu'ils ont vécu 100 000 péripéties ou qu'ils sont passés par des aventures extraordinaires. Ils ont simplement besoin d'être là et de se tenir dans le plan et de parler comme ils parlent, en fait. Et ça, c'est... Oui, je me suis dit, ça peut nécessiter tout ce dispositif de couverture simplement pour saisir ça. Et voilà, ça a été un petit peu le processus de mon changement d'avis sur Keshish. Voilà, et c'est bien de pouvoir changer d'avis sur les artistes aussi, hein, c'est important. Écoute, merci, je crois qu'on va devoir s'arrêter là puisqu'il y a une séance qui va pas tarder à commencer à 17h30. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous d'être resté jusqu'à... Et on te retrouve donc le 15 février pour la Reconquista du cinéaste, c'est Jonas Trueba. Jonas Trueba, un très beau film espagnol qu'il faut venir voir. Alors, c'est très différent de ce qu'on a vu là. C'est une sorte de romance, mais racontée avec beaucoup de finesse et de subtilité. Voilà. Donc à la prochaine, et puis ce sera pour les cœurs tendres la prochaine fois.